Bonjour et bienvenue chez Ralformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir introduire quelques notions de base par rapport aux différents types de VPN, différents types qu'on va pouvoir ensuite apprendre à déployer grâce à PFSense au niveau des prochaines vidéos. À savoir qu'il existe trois principaux types de VPN qu'on va pouvoir découvrir ensemble, OpenVPN, L2TP ou encore IPsec. Nous allons donc pouvoir les déployer, comme je viens de le citer, au niveau des prochaines vidéos, à savoir que cette présentation représente beaucoup plus une présentation théorique et un rappel par rapport à ces différents éléments-là. Dans le plan, donc, est le suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction ou rappel donc, par rapport aux notions de VPN, suivi par l'IPsec, le L2TP, ainsi que l'OpenVPN. À la fin, nous allons donc finir notre présentation par une petite comparaison entre ces différents types, à savoir qu'on va pouvoir déployer ces derniers ensemble et au niveau des prochaines présentations. Mais tout d'abord, commençons par nous rappeler un petit peu ou introduire la notion de VPN. Un VPN représente tout simplement un type de réseau informatique qui permet la création d'un lien direct entre des ordinateurs ou des réseaux distants. À savoir que VPN est pour Virtual Private Network, qui définit tout simplement un réseau privé virtuel. Côté fonctionnement, le VPN repose sur la création d'un tunnel sécurisé via un protocole d'encapsulation spécifique. Donc il en existe plusieurs parmi eux. Donc on a le L2TP ou encore l'IPsec ou même l'OpenVPN. Donc ce tunnel qui va pouvoir être présent entre deux ordinateurs ou deux réseaux ou encore entre un réseau et un ordinateur permet tout simplement de pouvoir interconnecter ces ressources-là comme s'ils étaient ou elles étaient connectées directement sous le même réseau en gardant ou en garantissant un certain niveau de sécurité, entre autres un très haut niveau de confidentialité. Par rapport à l'intégrité et autres exigences de sécurité, on peut retrouver quelques différences entre différents protocoles. Et à part le côté confidentialité, on n'a pas vraiment d'autres notions qui sont généralisées par rapport aux différents ou à tous les protocoles de tunneling qui dépendront du besoin exact de l'organisme. Je rappelle que le but d'un VPN est de créer une connexion chiffrée sur un réseau ou un canal de communication non sécurisé, à savoir que le VPN, je le répète, garantit un degré de sécurité adapté au système connecté lorsque l'infrastructure réseau sous-jacente seule n'est pas en mesure de l'assurer. Maintenant, discutons des différents types de VPN. Il faut savoir qu'il existe deux principaux types de VPN. Les VPN Point to Site, où vous pouvez aussi trouver un autre nom pour ce type de VPN, donc les Remote Access VPN ou encore les VPN nomades. C'est tout simplement, ce type de VPN nous permet tout simplement de pouvoir créer donc, une connexion sécurisée au réseau de l'organisme ou de l'entreprise. Donc je répète, ce type de VPN nous permet tout simplement de créer une connexion sécurisée à un réseau virtuel à partir d'un ordinateur de client individuel. Donc ça peut généralement représenter un utilisateur nomade qui cherche à se connecter au réseau de l'organisme pour accéder à l'intranet par exemple, donc dans un contexte de télétravail ou tout simplement lorsqu'il est en mission ou autre. Le but, je le répète, est de pouvoir permettre à un utilisateur nomade de pouvoir se connecter à distance au réseau de l'organisme comme si il y était. Contrairement au VPN site-to-site, donc on reste toujours sur le même principe, c'est-à-dire la création d'une connexion chiffrée, donc sécurisée, cette fois-ci non pas à partir d'un ordinateur de client individuel, mais ça sera un tunnel sécurisé entre deux LAN, donc deux réseaux distants, et le résultat est qu'on possède de manière logique un seul et même réseau qui est interconnecté, comme si donc on avait tout simplement
un seul LAN. Généralement, on retrouve ça dans des contextes qui sont un petit peu spécifiques aux grandes ou même parfois aux moyennes entreprises, lorsqu'on a deux filiales ou deux différents réseaux qui sont séparés, donc disons géographiquement, et qu'on a un besoin spécifique d'interconnecter ces deux éléments. Pour résumer et donc passer à autre chose, je dirais et je répéterai qu'un VPN site-to-site est un VPN qui permet de joindre deux réseaux de type LAN, donc qui sont séparés géographiquement et donc distants, de manière à faire en sorte qu'ils puissent communiquer comme s'ils étaient sur le même réseau. Donc comme j'en l'ai dit tout à l'heure, ce type de VPN permet à une entreprise qui est implémentée dans deux villes différentes de partager ses ressources via un canal sécurisé à travers Internet qui représente un canal non sécurisé. Maintenant, nous allons découvrir comment on va pouvoir effectuer cela, à savoir qu'il existe plusieurs outils permettant de faire des VPN, et donc nous allons nous concentrer sur les outils et protocoles qui vont pouvoir représenter, disons, les outils les plus efficients, mais aussi les plus sécurisés. Commençons tout d'abord par discuter de l'IPsec, la légende, dans le milieu. Maintenant que nous avons pu découvrir les différents types de VPN, maintenant il est temps de pouvoir discuter des différents protocoles qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place ces VPN-là. Tout d'abord, nous allons donc discuter du protocole le plus connu, le plus sécurisé, mais aussi le plus efficace, qui reste l'IPsec. Le protocole IPsec est l'une des méthodes permettant de créer des VPN de manière sûre, mais aussi efficace. En plus d'être une solution évolutive, IPsec nous permet de pouvoir respecter ou répondre à différentes exigences de sécurité telles que la confidentialité, l'authentification, l'authenticité des données, l'intégrité des données, la protection contre les écoutes et l'analyse de trafic ou encore la protection contre le rejet. Il est donc important de savoir qu'aucune connexion VPN est composée de deux tunnels. Donc, toujours, on est dans un contexte IPsec. Un tunnel IKE pour l'échange des paramètres de sécurité donc entre les entités et un tunnel IPsec qui sert au transfert de données entre entités. Tout d'abord, au niveau du plan de contrôle, nous retrouvons le protocole IKE qu'on vient de citer qui est la première phase d'une connexion VPN. Par rapport à l'IKE, on retrouve donc, comme on l'a dit, la négociation des paramètres de sécurité, mais aussi la mise en place et l'établissement des clés pour l'authentification. Le protocole initial et principal reste toujours l'IKE, donc sur le plan de contrôle. Donc appliqué à IPsec, ce protocole a pour objectif dans un premier temps d'établir un premier tunnel entre les deux machines. C'est ce qu'on appelle un tunnel IKE que l'on pourra donc qualifier de tunnel administratif. C'est la phase du protocole IKE, donc ce protocole est dit administratif car il ne sert pas à la transmission de données utilisateurs, mais il est utilisé pour gérer les tunnels secondaires, leur création, le rafraîchissement, la mise en place des clés, et ainsi de suite. La phase 2 donc, du protocole IKE consiste en effet à établir autant de tunnels secondaires que nécessaire pour la transmission des données d'utilisateurs entre les deux machines. Il est possible donc de recourir à une authentification manuelle à la place d'IKE, mais comme ce dernier permet bien plus qu'autre chose que l'authentification, cela s'avère beaucoup plus difficile à utiliser. Donc le protocole IKE est décrit plus en détail au niveau de la formation CND, mais aussi CANTIA. Donc nous n'allons pas trop rentrer dans les détails non plus. Ensuite, nous retrouvons le tunnel IPsec, donc qui est présent au niveau du plan de données. Donc, au niveau de ces derniers, nous retrouvons deux principaux protocoles, qui est l'ESP et l'AH. Donc, le protocole AH, ou Authentication Header, vise à établir l'identité des extrémités de façon certaine. Donc, il ne garantit aucune confidentialité des données. Et le deuxième protocole est l'ESP, ou l'Encapsulation Security Payload, qui a pour but de chiffrer les données avec, donc, où sont les entêtes des paquets, si l'on souhaite donc utiliser le mot TuneLine. Donc il garantit également l'authenticité des données. À ce niveau, peut introduire donc de la redondance par rapport à AH. Donc les aspects cryptographiques de ces deux protocoles
ne vont pas être traités de manière très détaillée dans cette formation, mais vous pouvez toujours, pour plus d'informations, revenir sur la formation CompTIA en cours scindé pour des détails beaucoup plus avancés. Et avant d'aller plus loin, il paraît extrêmement important d'expliciter et d'enlever l'ambiguïté d'un terme qui est très redondant et qui revient assez couramment, c'est l'association de sécurité ou SA. Un SA est tout simplement un élément qui contient toutes les informations requises pour caractériser et échanger des données à protéger. C'est donc un accord sur les paramètres de sécurité entre deux entités, à savoir qu'il est nécessaire que les deux entités soient d'accord sur les différents réglages de sécurité avant de pouvoir établir une quelconque association. Ce qui va inclure donc les protocoles ou données et paramètres d'authentification, algorithmes, clés, paramètres de confidentialité, type d'entête IPsec, données et paramètres anti-rejeu, et ainsi de suite. Et tout ça se fait de manière automatisée grâce à l'IKE qu'on a découvert au préalable, et c'est au niveau de ces derniers que la négociation des paramètres de sécurité ou à travers ce dernier va pouvoir se faire, c'est-à-dire dans la première phase d'une connexion VPN. Et donc on ne peut pas avancer si les deux entités ou deux machines ne peuvent pas se mettre d'accord sur les différents paramètres de sécurité minimale. Le tout résumé au niveau du schéma suivant tout simplement. Nous retrouvons donc la première phase qui consiste sur le plan de contrôle à établir un tunnel IKE, notamment le plus important pour nous dans cette partie-là, c'est l'échange des paramètres de sécurité via le Security Association. Nous retrouvons aussi le plan de données ou d'échange de données qui va lui-même se baser sur cette SA afin de pouvoir échanger les paquets de manière chiffrée et sécurisée tout en répondant aux exigences de sécurité négociées préalablement et validées entre les deux entités afin de pouvoir garder et répondre aux besoins de sécurité prédéfinis ou établis par rapport ou plus précisément entre les deux machines. Je rappelle quand même que concernant le protocole donc AH, il assure l'intégrité des données en mode non connecté et l'authentification donc de l'origine des datagrammes IP sans chiffrement de données. Contrairement à l'ESP, qui en plus des fonctions réalisées par l'AH, la confidentialité des données et la protection partielle contre l'analyse de trafic est prise en charge. C'est pour cela que le protocole ESP est beaucoup plus intéressant à exploiter que le AH, à savoir que vous avez le choix à utiliser ces deux éléments. Ou plutôt, un de ces deux éléments, pour être plus précis, au cas où j'aurais dit quelque chose de pas correct. À savoir que la technologie IPsec présente deux modes de fonctionnement qui sont le mode transport et tunnel. Dans le cas du mode transport, les données sont prises en compte ou prises en charge au niveau de la couche 4 du modèle OSI de la couche transport. Elles sont cryptées et signées avant d'être transmises à la couche IP. Ce mode est relativement facile à mettre en œuvre. Donc le défaut présenté par le mode transport est étant donné que le mécanisme s'applique au niveau de la couche transport, il n'y a pas de masquage d'adresse. C'est pourquoi un deuxième mode peut être mis en œuvre, qui est le mode tunnel, dans lequel donc l'encapsulation IPsec a lieu après que les données envoyées par l'application aient traversé la pile protocolaire jusqu'à la couche IP incluse. Dans ce cas, il y a bien un masquage des adresses. Maintenant que nous avons levé l'ambiguïté sur l'IPsec, discutons un petit peu concernant le L2TP. Le protocole L2TP ou Layer 2 Tunneling représente un protocole du tunneling utilisé pour soutenir les réseaux VPN ou dans le cadre de prestation de services des différents FAI. Donc il n'a aucune capacité de cryptage ou de confidentialité. Donc il s'appuie sur un protocole de cryptage, dans ce cas-là, et de manière générale IPsec, mais pas forcément IPsec, qui passe dans le tunnel pour assurer la confidentialité des différentes informations.
Le protocole L2TP conjointement à l'IPsec est facile à installer et à configurer sur les machines. C'est aussi l'un des meilleurs protocoles VPN pour contourner les restrictions de réseau et les fournisseurs de services Internet. Mais malheureusement, la connexion VPN L2TP peut être très lente. Et j'insiste sur les trois très. Et le protocole L2TP conjointement à l'exploitation de l'IPsec peut également être facilement bloqué par certains fournisseurs d'accès. Et j'insiste à ce que vous vous rappeliez toujours que le L2TP n'assure que le transport des données et leur intégrité et pas leur confidentialité. C'est pourquoi on l'utilise conjointement à de l'IPsec généralement, mais pas forcément. Nous retrouvons par la suite l'OpenVPN, qui représente un logiciel libre permettant de créer des VPN. Donc OpenVPN permet à des machines ou à des pairs, si vous préférez, de s'authentifier entre eux à l'aide donc d'une clé privée partagée à l'avance, permettant ainsi d'établir une connexion sécurisée point par point ou site par site, mais aussi via des certificats électroniques ou des couples tout simplement d'un nom d'utilisateur mot de passe. Il exploite donc un protocole de sécurité sur mesure qui va utiliser de l'SSL-TLS pour les échanges de clés, assurant ainsi une sécurité optimale. À savoir que OpenVPN n'est pas compatible avec IPsec ou d'autres logiciels VPN. Pour résumer le tout, le protocole OpenVPN est une application informatique ouverte pour la mise en place de techniques de réseau informatique virtuel ou de réseau privé virtuel, donc de VPN, avec des connexions sécurisées point par point ou site par site. Un protocole donc OpenVPN permet à des homologues de s'authentifier mutuellement en utilisant une clé secrète prépartagée, des certificats ou des noms d'utilisateurs mot de passe, et lorsqu'il est utilisé dans une configuration multi-client-serveur, il permet au serveur de libérer un certificat d'authentification pour chaque client en utilisant une signature ainsi qu'une autorité de certification. Donc ce système utilise en grande partie la base de cryptage d'OpenSSL ainsi que les protocoles SSL version 3 plus précisément et TLS version 1 et convient de nombreuses fonctionnalités de sécurité très avancées. Il offre donc la meilleure vitesse et une meilleure vitesse ou voire même la meilleure vitesse possible et une plus grande sécurité pendant une connexion VPN, et il permet de passer outre la plupart des pare-feux et restrictions. L'inconvénient, c'est qu'OpenVPN est moins facile à installer que d'autres protocoles VPN et peut être complexe pour certains clients vu qu'il nécessite d'installer une application spéciale par client. Le protocole donc OpenVPN n'est pas non plus pris en charge par certains appareils mobiles, par certains firewalls ou autres types de périphériques, ce qui peut être un inconvénient important pour l'utilisation de ce type de VPN. Après, moi, ce que je pense personnellement de tout ça, c'est qu'il n'existe pas un protocole meilleur qu'un autre, mais beaucoup plus un protocole qui est beaucoup plus en adéquation avec une situation qu'une autre. Nous retrouvons donc différents points positifs mais aussi négatifs par rapport aux différents protocoles qui dépendront du besoin de l'organisme. Je vais aussi vous laisser au niveau des ressources un petit document de benchmarking des différents types de VPN ou protocoles, plus précisément de VPN, de manière détaillée, ou sinon vous pouvez revenir sur la formation Certified Network Defender ou encore CompTIA Security Plus. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.